Aujourd'hui, je suis joyeux, je suis heureux, je suis tout ce que tu veux. Je reviens d'un concert monumental. Bonjour à vous, ici Mom. J'espère que vous également, vous allez très bien. Vous le savez, quand j'ai de quoi réagir à une soirée métal, il m'arrive de faire des live reports, comme l'an dernier pour la soirée Star Rider Tentation Avaland Sortilège, que je vous mets en fiche. Eh bien, samedi 9 novembre, je me suis rendu au Distortion Fest, qui organisait cette année 2 soirées aux thématiques distinctes. Et vu ce qu'il y a eu, il me fallait produire un live report, car j'ai passé un excellent moment. J'ai décidé d'organiser la vidéo selon ce plan. Je vais d'abord me consacrer aux différents groupes, puis je vais causer du festival et de son organisation, ainsi que de quelques pistes d'amélioration au sens large, c'est-à-dire pour l'ensemble des organisateurs et acteurs de festival. Et je vais terminer sur mon expérience personnelle. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez été présent ou présente à cette soirée et que vous avez été dans la fosse ou juste à côté, dites-moi en commentaire votre expérience, si tout s'est bien passé pour vous, car moi j'ai eu une expérience très positive, mais dans un contexte particulier et que j'expliquerai en fin de vidéo. Par conséquent, j'aimerais bien avoir d'autres retours sur cette soirée. Commençons donc sans attendre, puisque ça a débuté avec un groupe que je suivais un peu de loin et qui m'a mis la patate, Purge of Sanity. Déjà, je me dois de le dire car je pense que ça sera la qualité que je répéterai le plus sur l'ensemble des groupes. Purée le batteur. J'ai eu l'occasion de le croiser après le set, mais le batteur de Purge of Sanity est excellent. Dans un style metalcore très inspiré de Lorna Shore, dans les chants allant sans souci du growl profond au shriek éraillé, le tout pumpé à fond électro pour alourdir des arrangements qui sont au service de la puissance. Et bien, dans ce contexte-là, la précision du batteur est essentielle, car c'est le batteur qui a la charge d'annoncer les breaks, puis de les rendre puissants avec sa frappe retentissante. Le batteur n'a rien loupé, même quand il lui est arrivé de perdre une baguette dans le feu de l'action. Immense professionnalisme que je tiens à souligner ici. Je l'ai déjà évoqué, mais le chanteur m'a impressionné de sa présence et de sa technicité. J'ai souvent dit dans cette chaîne que j'avais beaucoup de mal avec le style Lorna Shore, mais je dois admettre qu'un groupe qui met de côté les gimmicks de Lorna Shore pour se concentrer sur les ambiances, ça me plaît bien. Puis, surtout, cette gestion de break, sur un break, sur encore un break, surtout quand t'as à ce moment-là la batterie qui est mise en avant, ça fonctionne super bien. Également, gros shout-out pour les 2 guitaristes, très bien en place, et notamment le guitariste chanteur qui s'est donné à fond pour chauffer la salle. Il est très difficile de passer en premier, surtout quand, globalement, les gens attendent un petit peu avant de bouger. Mais Purge of Sanity ne s'est pas laissé démonter et a su proposer un set intense, très bien joué. Ensuite, nous avons eu Harp, qui a joué dans un autre registre. Un peu death, un peu prog, mais surtout bien thrash. J'ai noté des références à Machine Head, mélangées avec du death à la Gojira, notamment sur des pistes plus portées sur l'ambiance hypnotique et la répétition de riffs qui évoluent avec des ajouts de texture. Pour le coup, l'aspect groove a super bien fonctionné, c'était bien en place, c'était bien en phase aussi. Malheureusement, le son n'était pas forcément à la hauteur. J'ai trouvé que la basse était un peu en retrait, mais ça c'est pas la faute du groupe, c'est que en fait il y a eu des réglages sonores qui n'étaient pas optimaux. Si on prend leur album sorti en 2017, l'album Volume 1, et surtout leur single Lifeless sorti en 2022, la musique de Harp s'appuie beaucoup sur les arrangements et les ambiances sur lesquels vont reposer les instruments métal. Et hélas, le son du concert n'a pas permis de rendre en live la complexité et la richesse de leur musique. Toutefois, quand ça devait avoiner, ça envoyait bien, et ils ont su proposer un set vraiment plaisant, malgré les difficultés en plus. J'ai fortement apprécié leur single Lifeless. Mais en écoutant leur volume 1 ce matin, j'ai découvert un groupe qui tente des choses. Et si le passionné que je suis a su relever quelques inspirations, ça n'entache rien à leur identité. Je suis très curieux de voir ce que le groupe proposera par la suite.
D'ailleurs, je fais un aparté ici. J'ai apprécié la façon dont le chanteur prenait soin d'expliquer les consignes à la foule, notamment pour le Wall of Death. Et même en disant « Attendez mon signal », les gens sont partis trop tôt, car le public français et le Wall of Death, c'est un peu difficile. Et à ce moment-là, j'ai pensé « Ah, vis ma vie de prof en maternelle avec ton public qui n'écoute pas les consignes jusqu'au bout. » Ça m'a fait rire, parce que, en réalité, gros respect au groupe qui a bien su tirer parti de la foule et qui a bien su ambiancer cette soirée. Bon. Là, il faut qu'on parle. Purge of Sanity et Harp, j'ai bien apprécié. Mais on entre dans le domaine musical de Mom avec le troisième groupe. On parle d'un groupe de technical death metal, un groupe originaire de Nice, né en 2023, et qui a sorti son EP cette année, et qui a pour mission de se faire une place dans ce genre si particulier, et je dirais même ce genre un peu ingrat du death technique et progressif. On va donc parler de Azelma. Initialement, je suis le groupe car ils ont envoyé sur Facebook des invitations à suivre leur page officielle. J'ai donc observé de près la sortie de l'EP que j'avais écouté et qui me faisait me dire « Ok, là il y a un truc, on va voir plus tard. » Eh bien, plus tard, à l'époque, je ne pensais pas que ça serait au Distortion Fest. Et croyez-moi, il n'y a pas besoin de voir plus tard, vous devez foncer. Cette année, Benighted a sorti l'album Ekbom. Et Azelma a tourné avec Benighted comme première partie. Mais avoir Azelma comme première partie de soirée, c'est du caviar. Le son, rien que ça est déjà définitif. On entend distinctement chaque instrument. Le chant est à la bonne place. On est vraiment dans de la gourmandise parce qu'on peut écouter, décortiquer et apprécier tous les plans techniques de leur musique qui gardent en plus son efficacité. Ensuite, je l'ai déjà dit pour Purge of Sanity, mais je le répète ici, la batterie. Non mais le batteur, c'est simple, le batteur d'Azelma, il est terrifiant de précision et de technicité et de puissance. Les tapis de double pédale sont en place, les breaks sont là, et je parlais de la technicité, mais je n'en revenais pas. Surtout que le groupe a sorti le Facteur X qui a fini de me séduire. Des plans à la Schuldiner hyper jazzy qui évoquaient du individual thought patterns, mais aussi du symbolique. Non mais les gars, ils ont entre 20 et 23 ans, ils arrivent à te sortir des plans à la Gorod. Par moment, niveau technique, on est vraiment pas loin de Benighted aussi. D'ailleurs, je le glisse ici, Ekbom dont j'ai parlé, excellent album, mais on va le réévoquer pour le bilan 2024 en fin d'année. Au-delà de tout ce que j'ai dit, Azelma parvient à sortir du lot. Le tech death, surtout en France, se heurte à un gros souci de singularisation. Comprenez qu'il est très difficile de se faire un son, une identité dans le style du death technique progressif, car ce style-là, ça se vend pas. Et comme ça ne se vend pas, il est donc très fréquent que les productions s'alignent sur les grosses tendances pour s'uniformiser et ainsi permettre aux personnes qui ont acheté les groupes tendances de leur dire « Regardez, vous êtes en terrain connu ». C'est pour cela par exemple qu'on a beaucoup de groupes qui sonnent comme Archspire et Gojira, parce que dans le milieu du death technique pour le premier et du death qui lorgne un peu dans le prog pour le second, ça permet de s'appuyer sur un public déjà conquis. Donc les albums de death en France, surtout techniques ou progressifs comme je l'ai dit, se ressemblent parfois beaucoup en termes de son. Et je vous renvoie à une vidéo de French Grip Channel au sujet du cas de la batterie et du son de batterie pour approfondir. Mais Azelma, surtout en live, ils ont un truc. Ils ont pigé comment se démarquer. Et le nombre de personnes arborant leur merch ne trompe pas sur le fait qu'ils ont une carte à jouer. Ça annonce du très bon pour la suite s'ils poursuivent dans leur voie en maintenant leur identité. J'ai bon espoir pour eux, leur set était tout simplement bluffant et jovial. Oui, je dis jovial pour du tech death car ça m'a rendu heureux. Après, Suffocation aussi me rend heureux, donc bon, heureux parce que musicalement, je me suis régalé. Passons maintenant au quatrième groupe,
Celui pour lequel j'avais quelques réticences parce que c'est un groupe que j'ai vraiment peu écouté, peut-être que 2 fois, mais quelle leçon fournie par 1056. Avant d'aller plus loin, je ne peux m'empêcher de faire une parenthèse pour tous les rockistes du dimanche qui disent que l'électro ou la MAO n'ont pas leur place dans le métal, que c'est trop facile, que les rappeurs choreux ne savent pas faire de la vraie musique, ou je ne sais quelle autre bêtise de personnes fermées d'esprit. 1056, c'est la preuve par 8 que l'ajout électro fait la différence. On a ici un groupe de metalcore, même 100% rapcore, totalement conscient de ce que l'électro peut apporter au service de la lourdeur métal. J'en remets une couche, mais le 1056 est bien plus technique que la plupart des artistes dits authentiques et défendus par ceux qui affirment que le métal doit rester pur et compagnie. Déjà, rythmiquement, tout est impeccable. Le chant rappé fonctionne du tonnerre pour apporter une ambiance énergisante. Les chanteurs qui sont en appui apportent cette charge metalcore, voire deathcore. Ces ajouts sont également bienvenus pour apporter du dynamisme. Mais je dois aussi souligner l'extrême technique du chanteur frontman, capable d'une grande diversité vocale, et aussi capable de te maîtriser la foule avec une effroyable facilité. Par ailleurs, instrumentalement, mais en réalité, sans l'enrobage rapcore, on a du métal moderne beatdown qui fracasse. Donc, je vois pas pourquoi ce groupe ferait polémique ou quoi que ce soit. C'est super bon. Et je me dois d'exprimer mes félicitations au batteur qui, comme je l'ai dit auparavant pour les autres groupes, le batteur il était impeccable. Il a un jeu hyper technique, une précision terrifiante et surtout un jeu extrêmement créatif et varié, capable de sortir des blast beats sur quelques secondes pour enchaîner sur un gros beatdown. Et dans un genre core où les breaks doivent être millimétrés, tu n'as aucun droit à l'erreur. Et je vous le dis, il n'y a eu aucune erreur. Bref, c'était absolument superbe, surtout que tout l'apport électro permettait d'insister sur les breaks. L'électro a sa place pour amplifier le côté métal. Il faut juste savoir l'utiliser. Et 1056 maîtrise totalement la scène, leurs intentions et leur musique. En un mot, bravo. Finissons le chapitre dédié au groupe avec la tête d'affiche qui m'a fait me dire « Merde, je peux pas louper ça !» Landmarks. Alors que dire? Si vous connaissez Landmarks, vous savez déjà. En live, c'est tight, c'est carré, c'est puissant, c'est divertissant, c'est énergisant. Le chanteur a un charisme incroyable, les musiciens sont hyper quali, l'ambiance est présente, tu jump, tu two-step à tout va, tu as tes moments rap, tes moments core, tes moments calmes, tes moments métal, salade, tomate, oignon, tout y est. Et si vous ne connaissez pas, j'ai parlé de Landmarks dans ma vidéo L'avenir du métal, en évoquant le fait que Landmarks parvient, avec une assise métal moderne, à remettre au goût du jour une forte inspiration Linkin Park. Tu prends le côté néo-rap metal de Linkin Park, tu ajoutes l'aspect extrêmement ambivalent des groupes de metalcore gentil des années 2010, capables d'apporter aussi bien des mélodies engageantes que des grosses outrances rythmiques, et tu as là une sensation qui, au fil des années, a su gagner un grand nombre d'adeptes, notamment aux États-Unis, mais aussi en France. De vous à moi, je dois vous avouer que j'apprécie surtout Landmarks pour les morceaux inclus dans la première version de Lost in the Waves, sortie en 2021. Je dis ça car, il y a peu, ils ont sorti une version complète, double vinyle et aussi en digipack CD, qui contient leur single sorti après Lost in the Wave. On peut voir par exemple le morceau Death, Suffocate ou Self-Made Black Hole, qui sont 3 morceaux qu'ils ont joués en live, en plus de leur dernier single Creature, qu'ils ont aussi joué en live. Donc voilà, je l'admets, les morceaux que Landmarks ont sortis après 2021, je suis beaucoup moins fan, ça m'a moins transporté. Cependant, l'évidence est là. Ça fonctionne, quoi qu'on puisse en dire. Alors forcément, quand ils ont joué les immenses tubes de leur album, à savoir Visage, Rainfall ou Tired of It All, j'étais à fond. Mais surtout, comment ne pas signaler leur finale sur Lost in a Wave? Tout le monde attendait, c'était superbe.
Et j'ai fortement apprécié de voir cette foule connaître les paroles de tous les titres de Landmarks. Il y avait un enthousiasme réellement communicatif. Honnêtement, je n'ai pas vu passer la soirée. On a eu 5 groupes qui ont été au top pour un festival très appréciable. Maintenant, parlons un peu de ce Distortion Fest. Il faut savoir que la soirée du 9 novembre était la 2e édition. Mais la première édition a eu lieu cette année, en septembre, pour une soirée plutôt orientée black metal, là où la soirée du 2 novembre était plus orientée death et metalcore. Donc on a eu 2 soirées à 2 mois d'intervalle, pour une première à l'Esterel Arena de Saint-Raphaël qui, si je ne me trompe pas, corrigez-moi en commentaire si besoin, mais je crois que l'Esterel Arena n'a jamais accueilli de soirée métal avant ce qu'on a eu là. Cette salle, l'Esterel Arena, elle est très bien fichue, elle peut accueillir près de 500 personnes. En tout cas, j'ai cru voir qu'il y a eu ce nombre de gens à la soirée. Une salle avec un bon son dans l'ensemble, c'était super. Niveau organisation, j'ai surtout des points positifs à signaler. Présence de caméras de surveillance et de vigile, stand de prévention sur les violences et les agressions, avec en plus un pôle d'accueil si besoin, et ce stand mettait aussi à disposition des couvercles pour protéger sa boisson. C'était vraiment très bien géré, aucun souci de ce côté-là. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe de sécurité qui sait être à l'écoute. Je sais combien il est difficile de donner des permissions étant donné que les règles sont strictes, notamment sur les sorties. Moi de mon côté, j'ai eu à sortir pour manger dans ma caisse, parce que la question de la bouffe, on va y revenir, et l'équipe a été compréhensive, et ça, c'est franchement chouette. Mais il va falloir que l'on parle plus généralement des conditions d'accueil en festival. Ah, et voici le môme du montage. Je me suis aperçu d'un point que je voulais évoquer, mais que j'ai oublié de faire durant le tournage. Mais si on pouvait me confirmer que les visuels ne sont pas faits par IA, bah ça je suis désolé, mais ça pue l'intelligence artificielle. Moi je dis quand même fuck IA everyday. Engagez plutôt des artistes pour faire les visuels. Si c'est pas de l'IA, je prends mes excuses. Si c'en est, faites travailler les artistes s'il vous plaît. Ils ont besoin de vous. Vous avez le pognon, engagez-les quoi. Ne les laissez pas tomber dans la précarité. Alors tout de suite, je mets un immense disclaimer. Ce que je vais dire maintenant s'adresse à tous les acteurs, à tous les organisateurs de festivals. Je ne vise aucunement le Distortion Fest qui, je le répète, a fait un boulot remarquable et exemplaire sur tous les points. Mais je prends le temps de souligner des choses qui doivent changer dans l'ensemble du milieu des festivals métal. Vous devez déjà le savoir, mais l'inflation rend les dépenses difficiles. Se rendre à un festival, c'est un investissement. 31 € le billet, plus essence, ça commence déjà à chiffrer. Mais quand, une fois sur place, les plats disponibles au food truck, c'est des hot dogs à 8 €, des panini au même prix et des cornets de frites taille médium à 4 balles, ça commence à faire cher. Surtout sur les boissons aussi, C'est 6 € les 25 centilitres de bière ou 8 € la pinte. Moi, je suis un gros mangeur. Le hot dog et les frites, ça fait 12 balles, c'est que du gras. Autant te dire qu'avec ça, je ne serais pas calé. Donc j'aurais sans doute à prendre un deuxième hot dog, ce qui remonte à 20 balles. C'est cher, vraiment. Et pourquoi je souligne ça ? Parce que Cad de la chaîne Mes Vieilleries en a parlé pour le Motocultor. Pourquoi est-il interdit d'amener sa nourriture sur le site du concert ? À l'heure où l'inflation précarise de plus en plus de personnes, je ne comprends pas cette interdiction. Et encore une fois, là, je ne parle pas du Distortion Fest, je parle en général. Si c'est pour des raisons d'hygiène, cette interdiction n'a aucun sens. Parce que les gens achètent la nourriture au food truck et ils rentrent quand même dans le site avec leur bouffe. Si c'est pour des raisons de sécurité, là aussi, les orgas, écoutez bien. Vous interdisez aux personnes le fait d'avoir leur bouteille d'eau et leur bouffe pour la sécurité, ok. Mais vous permettez aux gens de venir avec leur vapoteuse dans le public. Alors, 3 choses. En premier, les gens vapotent en plein milieu de la foule. On a donc des personnes qui larguent des panaches de fumée au-dessus des gens, panaches qui contiennent les germes de ces personnes qui vapotent. Si on interdit de fumer à l'intérieur, interdire de vapoter, ça va pas l'air très capoté. Parce que niveau sécurité, c'est pas terrible. Deuxièmement,
Petite anecdote, j'ai eu un pote qui a sa pile de rechange de sa vapote qui a pris feu en mode combustion spontanée. Heureusement, c'était en dehors de la foule et pas en concert. Mais ouais, la vapote, ça peut prendre feu, sachez-le. Donc là, niveau sécurité, c'est franchement naze. Et enfin, troisième point, une vapoteuse, c'est lourd. C'est un objet contendant. Donc si on flippe qu'une personne envoie une bouteille sur les membres du groupe, imaginez les dégâts que peuvent causer une vapoteuse. Ça peut servir d'arme. Vraiment, hein, je veux dire, si tu pars du principe qu'une bouteille peut être dangereuse, une vapoteuse qui est quand même un objet qui est quand même assez dense, ça peut faire aussi des dégâts. Pourquoi dis-je tout cela ? Parce qu'en 2024, on interdit aux gens de venir avec leur propre bouffe ou leur bouteille d'eau, alors que manger et boire sont des besoins vitaux. Mais on autorise les gens à entrer avec leur vapoteuse. Alors, évidemment, je ne demande pas d'interdire la vapoteuse, mais pourquoi interdit-on aux gens d'avoir leur eau et leur bouffe ? Alors croyez-moi, c'est pas parce que les gens viennent avec leur eau et leur bouffe que ça va tuer le commerce. Les gens picolent déjà en dehors du concert, hein, ils sont déjà en train de consommer de l'alcool sur le parking, et pourtant, ils vont quand même consommer in situ. Donc il n'y a pas de souci, hein, le commerce, il fonctionne, les gens achètent, et la bière se vend. Et si vous avez peur que les gens ne consomment pas, c'est peut-être à cause des prix exorbitants qui sont pratiqués. The Doom Dad a pu parler de la hausse des prix des merch, mais on est là dans un tout autre niveau. The Doom Dad évoquait la hausse des prix pour des groupes bien admis, assez big, comme Gojira, mais là on est dans une situation où même des groupes émergents vendent des t-shirts à 30€. À tous les coups, c'est parce que, comme le disait The Doom Dad, l'organisateur prend sa commission sur les ventes, et pour que la compta des groupes dégage des bénéfices, il leur faut monter les prix. Mais 60€ pour le hoodie d'un groupe émergent, 60€, c'est énorme. Même mon hoodie cynique que j'avais tout à l'heure, avec impression sur la manche, impression devant, impression derrière, c'est 45€, frais de port compris. Et là, je ne l'ai pas mis dans mon script, mais j'y pense parce que Satsuma, qui était un groupe de metalcore qui a splitté malheureusement, je pense qu'ils auraient eu totalement leur place au Distortion Fest. Bah eux, ils vendaient des t-shirts sérigraphiés faits à la main, ils les vendaient 10 ou 15 balles. Alors oui, on était en 2018-2019, mais quand même quoi, entre 10-15€, un t-shirt sérigraphié fait main, et 30€ le t-shirt encore une fois d'un groupe émergent, bah ouais, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Et du coup, comme tout est cher, bah les gens ils ont pas forcément envie de payer en plus 20€ pour leur bouffe. Ils vont préférer prendre leur bouffe maison et garder leur argent pour payer du merch, puisque le merch a augmenté de prix. Et encore une fois, j'insiste, parce qu'il faut bien insister sur internet, ce que je dis là, c'est malheureusement en train de devenir une généralité. C'est pas propre au Distortion Fest, je parle vraiment de manière générale. Les prix augmentent, et en soi, si on permettait aux gens de pouvoir manger in situ, ça ferait moins réagir. Mais j'en appelle aux organisateurs et aux acteurs de festivals de bien être vigilants sur ces points-là. La musique métal, ça reste une musique populaire. Et dans le peuple, eh bien il y a des gens, ils sont dans la précarité. Si tu veux que ton projet de festival dure dans le temps, tu as tout intérêt à le rendre accessible à une couche maximale de la population. Interdire aux gens la possibilité de venir avec leur bouffe, c'est fermer les portes d'une musique populaire à ceux qui n'en ont pas les moyens. Et encore une fois, l'équipe du Distortion Fest, il n'y a aucun souci puisque on peut avoir accès à de l'eau potable sans aller aux chiottes, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais cette musique qui me plaît, bah, ça me ferait chier qu'elle ne soit pas accessible pour des raisons de finances. Et c'est encore Mom du montage. Je pensais à une chose parce que j'anticipe quand même certaines remarques ou certains commentaires. Mais s'il y a des gens qui viennent dire « Ouais bah les pauvres, ils ont qu'à faire des efforts, hein, s'ils ont pas l'argent, et ben comme ça ils viennent pas », on en serait à une sorte de ségrégation en mode ouais bah en fait si c'est cher, bah ça fait le tri. Non mais si vous pensez ce genre de choses, revoyez un peu votre idéologie parce que c'est vraiment pas jojo tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que je parle en général. Parce que de vous à moi, si je méprisais le Distortion Fest, je n'aurais même pas pris le temps de rédiger, tourner, monter cette vidéo. Croyez-moi, si je passe près de 6 heures à fournir une vidéo sur mon dimanche, c'est que vraiment, j'accorde beaucoup d'importance au Distortion Fest car j'ai énormément apprécié cette soirée
Et je veux que ça puisse continuer dans de bonnes conditions. Et surtout, je veux que le métal puisse vivre, que le métal puisse être accessible au plus grand nombre. Moi, je veux que les gens puissent kiffer le métal en payant leur billet, sans être obligés de devoir payer la bouffe sur place. Bouffe qui en plus est plutôt grasse et chère. Et puisque je parle du fait que moi, j'ai passé une très bonne soirée, parlons d'ailleurs de mon expérience de ce festival. Les personnes qui me suivent le savent, moi je ne suis pas trop expérience live, je l'ai souvent dit ici. D'autant que ce soir-là, c'était un peu particulier. C'était ma première expérience de live metal en solo. Tous mes potes étaient déjà pris, j'ai donc été en petit pote au Distortion Fest. Eh bien, j'ai passé un excellent moment. C'est pour ça que je le disais en début de vidéo, si des personnes qui ont été dans la fosse ou en périphérie regardent cette vidéo, je serais très curieux d'avoir vos retours d'expérience. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, moi je viens avant tout pour la musique. Donc tout ce qui est fosse et compagnie, je m'en écarte. Moi, je me trouve un spot, j'écoute la musique, je bouge dans mon coin, tranquille. Et là, durant cette soirée, j'ai pu bien profiter de mon live. J'étais en retrait, à côté de 2 gars qui sont venus passer la soirée ensemble, vêtus du même long sleeve Lorna Shore, 2 gars super sympas. Et ça, ça fait plaisir d'avoir de tels voisins, car j'ai pu vivre ma vie au calme, c'était super chouette. J'ai déjà dit, mais je n'ai pas du tout été emmerdé, car l'équipe de sécurité a été à l'écoute, et globalement, j'ai eu de bonnes interactions avec les gens. Comprenez par là que chacun vivait le truc à la cool, et c'était super appréciable. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'ai déjà eu affaire à des relous, mais là, ça allait. Cependant, les 2 gars qui revenaient avec leur bière et qui cherchaient à se faire des croche-pattes et qui passaient exprès près des gens alors qu'il y avait de la place pour les contourner, le tout en mettant leur gobelet au-dessus des têtes pour faire croire qu'ils allaient renverser leur bière. Oh mais les gars, on n'est plus au collège là, faut arrêter. Et pareil, un autre truc, les gus qui lancent leur gobelet souvent vide, parfois rempli de bière. Ça je piche pas, c'est juste chiant. Se recevoir un gobelet en pleine tronche, c'est pas drôle. Je veux dire, vous lancez votre gobelet en l'air. Imagine, moi je ramasse le gobelet, je te balance dessus. Ça va te faire plaisir? Non? Bah alors le balance pas. Et puis aussi, on interdit les gens de venir avec leur propre bouffe, mais les gens peuvent lancer leur gobelet au calme. Bon, je vais pas revenir dessus, je pense que vous m'avez compris. Mais hormis ça, honnêtement, c'était super cool. Bon, il y a quelques années, je pense que j'aurais été bien plus critique. Notamment en constatant qu'il y avait 60% de personnes venues avec du merch Hellfest. Et que, tu vois, il y a quelques années, j'aurais dit, je ne comprends pas pourquoi dépenser de l'argent pour une marque Hellfest plutôt que pour acheter du merch de groupe qui va vraiment financer l'art et les projets musicaux. J'aurais été aussi bien plus critique en constatant que le stand de merch contenait quasi pas de disques, que des fringues ou des goodies, mais pas de musique. Alors vraiment, auparavant, j'aurais râlé en disant « Purée, mais les gens maintenant, c'est pas la musique qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est porter le merch Hellfest pour se reconnaître entre eux. La musique est finalement au second plan, car on ne peut même pas acheter de la musique dans un lieu qui est dédié pour ça. Les gens n'écoutent pas de toute façon, ils n'arrivent pas à partir au bon moment Wall of Death. Tu vois, tout ça, j'aurais pu le dire avant. Mais là, non. Là, je ne le dis pas. Je ne le dis pas déjà parce que le public, encore une fois, il était très réceptif. Le public connaissait les paroles, le public était à fond. Et surtout, le public, il était passionné. Honnêtement, 1056, je pense pas qu'il y ait beaucoup de métalleux qui connaissent et qui apprécient réellement. Je pense même qu'il y en a beaucoup pour regarder ce groupe d'un œil critique. Alors que ça vaut le coup. C'est une curiosité hyper intéressante. Donc là, franchement, la foule, les gens ont profité. La musique était bonne. C'était une chouette soirée. Certes, il y a eu ces éléments liés à l'ensemble de l'organisation de festival et que j'ai pu signaler, mais hormis ces points qui sont similaires à une grande majorité de festivals, l'équipe du Distortion Fest a fait un travail plus que remarquable. Donc je le répète une dernière fois pour être sûr de bien me faire comprendre, les points d'amélioration que j'ai cités ne sont pas nominatifs, ils sont pas là pour cibler le Distortion Fest, ils sont là pour interroger l'ensemble des acteurs. Si l'ensemble des acteurs faisaient attention aux points que j'ai signalés, je suis convaincu que le Distortion Fest aurait fait attention. Puisque, comme je l'ai expliqué, les points de vigilance sur la sécurité en festival étaient présents. Donc, Distortion Fest, c'est respectable, bravo à vous. Maintenant que ce live report est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager,
Pensez aussi au pouce levé. N'hésitez pas également à commenter, je répondrai avec grand plaisir. En ce qui me concerne, moi c'est Mom, j'ai un Insta, j'ai un Twitch, tout est dans la description. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao.